Dans le podcast de cette semaine, on va pelleter des nuages en parlant de Catan et de la notation des jeux de société. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara. On se retrouve pour une nouvelle émission et même un nouveau format pour lequel je ne suis pas toute seule puisque je suis en compagnie de Christian Lemay. Salut Christian. Salut Paul Gara. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Eh ben écoute, ça va pas mal. Voilà. Même un peu nerveux. Un peu nerveux? Premier enregistrement, c'est pour ça? Oui, c'est pour ça. C'est parce que tu as plutôt été interviewé et t'as jamais été en fait celui qui fait le contenu, c'est ça? Ouais, répondre à des questions sur les choses. Raconter ta vie. Ouais, c'est facile. Ouais. Mais là, Ouais. je dois livrer un truc comme si j'étais quelqu'un qui connaissait quelque chose. Ouh là là. Alors Christian, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es le fondateur de Scorpion Masqué, Ouais, que tu as fondé en 2006, mais tu ne travailles plus vraiment là-bas. je ne suis plus un employé de Scorpion Masqué parce que j'ai vendu la compagnie il y a bientôt 4 ans au groupe Hachette. J'ai continué à y travailler pendant quelques années, mais aujourd'hui, je suis consultant. Je suis toujours en orbite, quelque part pas trop loin. Ok, bon, tu travailles toujours dans le monde du jeu, mais pas de la même, de façon indépendante, quoi. Voilà. Et ben en fait, on a décidé de faire un format ensemble qui va s'appeler Pelleter des nuages. Alors tu vas nous expliquer tout à l'heure pourquoi, ce que ça veut dire, parce que moi je ne connaissais pas cette expression. On va expliquer aussi pourquoi on fait ce format en fait. Parce que toi, tu avais envie Oui. de faire du podcast. T'en mourais d'envie. En fait, je cherchais un prétexte pour refaire des articles, des chroniques, des réflexions sur le monde du jeu de société, comme je le faisais avant même d'être éditeur de jeux. Donc, j'ai eu une autre vie. Avant, j'étais professeur de littérature, donc j'ai suivi des cours avec des gens intelligents. Et je m'étais posé des questions sur le jeu de société. Je l'avais analysé avec mes outils de littéraire. Et j'avais fait plusieurs chroniques, plusieurs articles en fait, en 2004, en 2005, que je postais sur des forums de discussion ou sur le plateau Les Blogs tenu avec mon ami Philippe Baudouin. Et j'avais toujours eu envie de refaire ce genre d'articles, de réflexions qui vraiment nous amènent ailleurs. Et là, ben, toi et moi, nous nous sommes rencontrés à Berlin cet été, en 2024. Et puis, ben, j'avais remarqué, parce que j'écoutais ton podcast, j'avais remarqué que justement, tu te tenais un peu en dehors de l'actualité et de la critique qu'on voit régulièrement. Ouais. Et peut-être que tu serais ouverte à ce genre de propos vaguement wannabe intello. Non, mais c'est exactement le genre de propos qui me convient très bien. Donc, c'était parfait. Mais c'est vrai qu'en discutant, on a eu l'idée, en fait, de faire ça ensemble. Et l'idée, c'est qu'il y en ait un de nous qui présente sa chronique à l'autre. Et après, on essaye d'en débattre un peu, quoi. Oui, est-ce qu'on pourra s'obstiner un peu? La question, c'est que je te rappelle que c'est moi la chef ici, donc de toute façon, à la fin, tu dois dire que j'ai raison. Donc ça, c'est C'est toi qui as raison. Toujours. C'est vrai, j'oubliais. Ouais, voilà, ça, c'est la première règle à apprendre. C'est que j'ai pas toujours raison, mais je n'ai jamais tort. Chef, oui, chef. Voilà, exactement. Et sur le titre, tu peux nous dire ce que ça veut dire, pelleter des nuages? Oui, pelleter des nuages, c'est cette expression québécoise, donc, qui est un peu péjorative et qu'on va lancer à quelqu'un. Le Québec est une société très terre-à-terre, donc l'intellectuel n'est pas toujours bien vu. Et on va leur reprocher justement de vivre dans des nuages, de pelleter dans des nuages, donc de réfléchir à des choses qui n'ont aucune conséquence, aucune implication concrète, qu'on n'est que de l'abstrait, que de la théorie. Donc, c'est quand on dit à quelqu'un que c'est un pelleteux de nuages, c'est ça, c'est quelqu'un qui vit dans ses idées sans avoir une idée de la réalité concrète. Très bien, je pense que ça convient pas mal parce que, on va voir selon les thèmes qu'on aborde, mais ouais, peut-être qu'on est les seules personnes qui se posent ces questions métaphysiques sur le jeu. C'est bon. Du coup, c'est toi qui vas ouvrir le bal. C'est le moment du bizutage. C'est bon, je me lance. Vas-y. La première chronique s'intitule « Catan n'est pas un jeu allemand ». Alors évidemment, c'est un peu provocateur et je me lance comme ceci. Quel mauvais titre de piège à clic, Christian. On se croirait sur un mauvais site plein de pubs et de potins sur Kim Kardashian. Oui, je plaide coupable, mais maintenant que j'ai votre attention parce que vous voulez me prouver que j'ai tort, vous allez m'écouter. Comme les arts et la littérature ont défini de grands courants,
Le gothique, le baroque, le romantisme, le réalisme, le parnasse, le symbolisme, le futurisme, Dada, le surréalisme, le constructivisme russe et j'en passe, le secteur ludique a su identifier au moins 2 grands courants ludiques que l'on appelle écoles. L'école américaine et l'école allemande, que nos amis américains, dans la grandeur de leurs connaissances géographiques, ont rebaptisé Euro. Parce que Allemagne et Europe, c'est à peu près la même chose. J'ai l'air de répéter des informations déjà connues, mais comme il y a au moins un membre du jury de l'As d'or qui ne fait pas la différence entre un jeu d'enchères et un jeu de négociation, mieux vaut définir les termes. L'école allemande se rapproche des jeux abstraits, car les thèmes se révèlent souvent arbitraires, plaqués sur les mécanismes. Qui a vraiment l'impression de parcourir le plus de villes possible en 7 jours dans Aventurier du Rail? Car oui, c'est la promesse en introduction des règles. Ça n'a aucun sens. On n'incarne même pas un personnage ou un groupe qui se déplace de ville en ville. Et il n'y a même pas de jour ni même de décompte de tours dans le jeu parce que le jeu ne se termine pas après un nombre de tours fixé d'avance. De plus, qui dit jeu abstrait dit aussi simplicité. Dans les jeux allemands, il y a une quantité minimale de règles qui tiennent en quelques pages. Aventurier du Rail s'explique en 4 petites pages avec plein d'illustrations. Au contraire, l'école américaine verse dans la simulation. On cherche à représenter le thème le plus fidèlement possible, souvent dans des jeux de simulation historique ou, en bon chinois, wargames. Pour coller au thème, il faut donc des règles plus complexes, plus nombreuses, avec plus de détails. Je vous mets au défi de jouer à Starfleet Battles, qui reproduit fidèlement, dans ses moindres détails, un affrontement entre croiseurs de l'univers de Star Trek. J'affirme qu'on peut se tordre de rire à la simple lecture des règles, tellement le délire de la simulation va au détriment de la jouabilité. À l'opposé, les Allemands n'abordent que très rarement des termes guerriers et les mécanismes ne permettent pas les attaques directes entre les joueuses. On ne peut pas voler le butin d'un autre joueur ou s'emparer d'une portion de territoire d'une autre personne à table. On préfère construire des villages et des églises, comme dans les piliers de la Terre, et le meilleur constructeur l'emporte à la fin. Quant à eux, les Américains favorisent les jeux 4X, exploration, expansion, exploitation et extermination. Pensons à Twilight Imperium, Eclipse ou presque tous les jeux dits de civilisation. La portion guerrière est au cœur de ces jeux. La tradition allemande favorise une structure de jeu en une action. À votre tour, vous faites un seul choix parmi 2 ou 3 possibilités, puis vous passez la main au joueur suivant. Splendor en offre un excellent exemple. Soit vous prenez des jetons, soit vous achetez une carte. Point. À l'inverse, le jeu américain demande à ce qu'un joueur complète plusieurs phases avant de terminer son tour. Dans le vénérable Access Analyze, il faut d'abord investir dans la recherche et acheter des unités. 2. Déplacer les troupes pour le combat. 3. Résoudre les combats, et c'est-à-dire plusieurs lancers de dés. 4. Réaliser les déplacements qui ne résultent pas en des combats. 5. Déployer les unités achetées en début de tour. Et 6. Collecter ses revenus. C'est long, ça n'en finit pas. Si un jeu allemand compte plusieurs phases, tous les réalisent simultanément ou presque. Par exemple, tous les joueurs reçoivent leurs revenus, puis à tour de rôle, chacun construit un seul bâtiment ou place un seul ouvrier. Les Allemands évitent généralement le output randomness, que je traduis par hasard post-décisionnel. Le hasard post-décisionnel, c'est quand on connaît le résultat d'une action seulement après l'avoir choisi. Par exemple, dans un jeu de rôle comme Donjons et Dragons, je choisis l'action de lancer un sort de charme au nécromancien, puis j'apprends, en lançant les dés, si mon action réussit ou n'a aucun effet. Les Allemands préfèrent le input randomness, hasard pré-décisionnel. Dans Carcassonne, vous tirez une tuile, c'est le hasard, et ensuite, vous décidez de ce que vous faites. Donc, vous prenez la décision après la portion hasard. Vous connaissez les conséquences de votre choix avant de le faire. Et de façon générale, le hasard occupe beaucoup moins de place dans les jeux allemands. En ce qui concerne la détermination du vainqueur, les Allemands penchent du côté des points de victoire. Je pourrais vous nommer tous les jeux des 25 dernières années, Century, Alhambra, Tzolk'in, Québec, Fresco et plusieurs autres. Au contraire, les Américains nous offrent plus souvent des jeux à condition de victoire. Dans Global War, les Alliés doivent occuper Berlin à la fin du tour, je me souviens plus, mais bon, à la fin du tour X. Sinon, l'Axe l'emporte. Point. Pas d'interminable décompte de fin de partie. Un jeu à l'allemande dure entre 45 minutes, disons Ratus, et 90 minutes El Grande.
Du côté des Yankees, on l'ignore car terminer la partie demeure plus souvent un souhait qu'une réalité. Voici donc ce qui complète une distinction sommaire des deux écoles. Maintenant, si je vous demande quel jeu représente le mieux les jeux allemands, vous répondrez probablement Catan. Bien sûr, c'est un jeu d'un auteur allemand, d'un éditeur allemand, avec un illustrateur allemand. C'est également le plus connu de tous les jeux allemands, probablement même le plus vendu. Et pourtant, si on se donne la peine de le disséquer, plusieurs aspects ne cadrent pas du tout. Tout d'abord, le thème de Catan fonctionne, en tout cas plus que celui de Carcassonne. On sent bien comment on exploite les ressources naturelles d'une île vierge depuis les petites colonies qu'on y pose. Et grâce au commerce et au développement routier, ces colonies vont devenir de plus grandes villes. Le thème ne me semble pas arbitraire. Et cerise sur le sundae, il cadre bien avec l'esprit de conquérant américain, le mythe du Far West, where no one has gone before, là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Fallait être québécois pour comprendre la dernière référence. Ensuite, Catan emprunte à la structure américaine du tour de jeu. Le joueur ou la joueuse traverse l'entièreté des 3 phases, revenu, échange et construction, avant de passer la main au joueur suivant. Qui plus est, cette phase d'échange est relativement libre, potentiellement longue, sans contrainte comme au Monopoly. On peut construire des bâtiments à la chaîne tant qu'on a des ressources et non seulement un seul à la fois. Contrairement encore une fois aux aventuriers du rail, où si on choisit l'action de prendre une route, on peut en prendre seulement une, on ne peut pas en construire plusieurs d'un seul coup. Ensuite, Catan repose sur un hasard post-décisionnel, le output randomness. En début de partie, et chaque fois qu'on construit une colonie, on choisit des croisements de territoire associés à une ressource, ou en fait à plusieurs ressources, mais surtout à un résultat de jet de dés. Et on ne connaîtra le résultat de notre action qu'après avoir fait notre choix. On ignore quand et surtout combien de fois notre colonie va rapporter des ressources. Il se peut que le 5 ne sorte jamais de toute la partie et que j'obtienne pas de bois de toute cette foutue partie. Même chose quand on achète une carte de développement, on la tire au hasard plutôt que de la choisir dans un marché. Les différences dans les formes de hasard ne s'arrêtent pas là. J'observe plus souvent un hasard sans remise dans le jeu américain, le fameux lancer de dés, qui rend possible le fait de ne jamais voir un résultat donné, alors que je vois bien plus souvent un hasard avec remise dans le jeu à l'allemande. Quelqu'un finira bien par tirer ce foutu 9 rouge dans les cités perdues. C'est impossible que la partie se termine sans que cet événement ne survienne. Ensuite, Catan est un jeu à condition de victoire. Même s'il y a à strictement parler des points de victoire dans Catan, le jeu fonctionne comme une course. Dès qu'une joueuse atteint 10 points, la partie s'arrête immédiatement. On ne finit pas la ronde pour que tous aient le même nombre de tours, on ne réalise pas de décompte final avec des objectifs secrets ou des majorités. C'est la fin de la partie, point, c'est une condition de victoire. Catan est un jeu de conquête et d'occupation du territoire plutôt que de découverte ou d'aménagement. Dans Catan, l'espace de jeu est entièrement défini avant le début de la partie et les joueuses feront la course pour l'occuper. Je suis bien conscient que ce n'est pas une bataille directe comme pour Twilight Imperium où vous pouvez reprendre un territoire ou le voler à l'autre. Mais il y a une autre petite subtilité, une nuance non anodine, apprécier la littération, qui me frappe au moment d'écrire ces lignes. Catan est un des rares jeux allemands où le bloc s'avère une stratégie viable parce que construire une colonie rend impossible pour un adversaire d'en construire une dans toutes les intersections adjacentes. Dans Aventuriers du Rail et tous les autres jeux allemands à plus de 2 joueurs, perdre un tour pour nuire à un autre vous mène généralement à la défaite. Dans une vaste majorité de jeux allemands, chacun dispose de son petit espace personnel, son petit napperon qu'il aménage à l'abri des autres. Et dans les cas où les joueuses partagent le territoire, disons Carcassonne, il faut s'y prendre de façon indirecte pour attaquer. Non seulement vous ne pouvez que fusionner 2 villes pour voler les points de l'autre, mais il est possible que 2 joueuses marquent quand même la totalité des points. C'est un peu un jeu de bisounours. En conclusion, Catan ne respecte pas, en plusieurs points, la doxa du jeu allemand. Ce qui n'en fait pas pour autant un jeu américain. La durée demeure sous les 90 minutes, sa complexité ne le met pas hors de portée des familles, on construit sans détruire. Mais alors, Christian, de quel côté se situe-t-il? Je ne saurais vous répondre car tout est question de spectre. Certaines caractéristiques le poussent d'un côté et d'autres le tirent à l'opposé. On pourrait dire de Catan qu'il est de centre-droite. D'ailleurs, il s'avère très ardu de pointer un jeu allemand parfait dont toutes les caractéristiques respectent l'école. Et ça, c'est de plus en plus vrai parce que les créateurs s'influencent les uns les autres et cherchent à sortir des sentiers battus.
On voit aujourd'hui des jeux à l'allemande dont le livret de règles fait 24 pages et la durée dépasse 3 heures. Oui, je te regarde, Maracaibo. On voit l'influence allemande dans presque tous les jeux américains. Christian Peterson, l'auteur de Twilight Imperium, raconte même dans le livret des règles de la 3e édition comment il a calqué la structure du tour de jeu sur celle de Puerto Rico. La plus grande ironie dans tout ça, c'est que le Wargame, l'emblème même du jeu américain, s'appelait Kriegspiel au 19e siècle parce qu'il vient d'Allemagne. Et que Aventurier du Rail, un des jeux les plus allemands qui soit, a été conçu par un Américain, Alan Moon, qui est presque un cow-boy en fait quand on le rencontre, et publié par un éditeur franco-américain, Days of Wonder. Mais au-delà de toute la classification un peu futile, j'en conviens, d'un jeu dans des catégories abstraites, artificielles, l'exercice ne me paraît pas seulement du pelletage de nuages. On s'entraîne à analyser et comprendre les caractéristiques d'un jeu, à les nommer, les répertorier. Ça peut servir si on veut être influenceur, parler de jeux sur les internets. Ça peut servir si on veut critiquer, si on veut devenir auteur de jeu, travailler pour un éditeur, si on veut choisir le bon jeu selon le public présent. Ça peut même servir dans la vie de tous les jours quand un politicien malhonnête affirme se tenir au centre alors qu'il avance clairement des idées de droite. Merci beaucoup pour cette première chronique. Ouf là là. Ça y est, c'est passé, c'est fait. C'est fait. En fait, pourquoi tu as choisi ce thème-là en premier? Parce qu'il représente bien ce que je cherche à faire, c'est-à-dire réfléchir sur le jeu en dehors de toute considération de plaisir, de succès, de marché. Et ça ressemble, c'est ce qui ressemble le plus à ce que j'ai fait dans mes études littéraires. Tu sais, on apprend les grands courants et on lit des œuvres de chacun de ces courants-là pour voir comment les arts se sont modifiés à travers le temps. Et souvent, même dans le monde de la littérature, il y a des idées reçues qui me semblent largement forcées parce qu'on aime bien mettre les choses dans des petites cases. Oui. Et souvent, la réalité ne fonctionne pas de façon aussi simple. Après, si on revient sur le fond de la chronique, c'est vrai que, mais c'est ce que tu dis plutôt à la fin, c'est que même si on connaît les écoles, parce que quand même, je pense que quand même la plupart des joueurs et joueuses chevronnés qui s'intéressent vraiment aux loisirs et qu'on fait le cheminement, même si tu joues depuis peu de temps, de revoir ce qui s'est passé dans les jeux des années passées et tout. C'est vrai que c'est une opposition entre les jeux à l'allemande. Moi, j'aime mieux dire jeux à l'allemande d'ailleurs que Eurogames. Moi aussi. Et les jeux à l'américaine. C'est vrai que c'est une distinction qu'on entend communément, qui est souvent présentée et qu'on ressent. Je pense, là, tu donnes vraiment des critères sur lesquels j'ai rien à dire ou je suis pas en désaccord du tout, mais qu'on sent même intuitivement, même si on n'a pas fait cet effort de rechercher sur les critères et tout, je pense qu'on les ressent intuitivement. Et on voit bien que quand on nous présente, je sais pas moi, une boîte de Descent, tu vas pas jouer à la même chose que si tu joues à Agricola. On voit bien. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est perceptible. Et pourtant, on a vraiment aussi en même temps ce sentiment que on a des jeux de plus en plus au croisement, où il est plus difficile d'avoir un positionnement clair. Et ça, c'est effectivement peut-être aussi parce qu'avec le développement du hobby et le développement du nombre de joueurs et joueuses, il y a forcément plus d'influences qui vont se créer. Enfin, c'est obligatoire, quoi. Je dirais que Internet, encore une fois, a fait en sorte que les jeux ont beaucoup plus voyagé. Et donc, on est plus soumis à ce qui arrive de l'étranger. Trouver des jeux allemands, encore au début des années 2000 aux États-Unis, c'était très difficile parce qu'il y avait peu de distribution, pas de marketing. Et peut-être l'inverse, c'était pas facile non plus en Europe d'avoir des jeux américains. Moi, je me demandais, tu sais, sur la place de l'affrontement direct, qui est quand même quelque chose qu'on a souvent en tête, moi, je me dis que ça peut pas être anodin, qu'il y a forcément des explications qui sont culturelles, voire historiques, en fait, là-dessus. Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est deux visions du monde très particulière et c'est pour ça que je pense que c'est important de dire jeu à l'allemande et pas Eurogames. Oui. Parce que je suis persuadée que en Allemagne, compte tenu de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, l'affrontement n'est pas du tout vu comme de la même manière que dans d'autres pays européens d'ailleurs en fait. Le fait de privilégier de l'affrontement direct où on va avoir des actions qui peuvent effectivement pénaliser, être agressives pour les autres joueuses. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'y en a pas. C'est par rapport à la relation à la guerre, en fait, qui n'est pas la même. Alors qu'effectivement, les Américains,
qui ont fait de toute façon toute leur histoire en disant qu'ils étaient un pays vainqueur, En conquérant, légitime le fait finalement d'être dans l'affrontement et dans le conflit, quoi. C'est ce qu'on nous raconte souvent. J'aurais tendance à le croire. Évidemment, là, je suis pas sociologue ni ethnologue, mais je pense que oui, il y a certainement un fond de vérité à ce sujet-là. Et là, t'as parlé beaucoup plutôt des jeux, entre guillemets, on va dire les gros jeux, donc plutôt les jeux de gestion, on envisage dans les jeux de gestion et tout. Mais c'est vrai qu'en fait, la même distinction, elle existe même dans des petits jeux assez légers, tu vois. Parce que si tu prends beaucoup de petits jeux américains, type Munchkin, c'est quand même des jeux avec une interaction très violente. Quand on dit c'est le pendant ta face, enfin ce genre de Take that. Ouais, voilà, le take that. Alors que si tu prends les petits jeux allemands, tu vas trouver la même distinction en fait. Tu as des petits jeux de cartes allemands, c'est pas du tout la même philosophie. Ça va être des jeux avec une seule mécanique très très épurée et où on sera pas du tout dans de l'affrontement. Je m'en veux de pas l'avoir remarqué parce que là, tu vois tout mon biais de joueur, c'est mon historique. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux jeux de société au milieu des années 2000, 2004, 2005, 2006, j'étais beaucoup dans le gros jeu costaud, mais effectivement, mes exemples auraient pu être inspirés de petits jeux. Donc, toi, tu as nommé Munchkin, il y avait aussi chez Geek, qui était les colocs. Ça a été traduit par les colocs chez Edge en France. Le jeu, c'est chez... Ah oui, avec une boîte horrible. Rouge. Une boîte très laide, je crois. Oui, très voyante. Assez moche. Donc, ça s'appelait chez Geek, chez Steve Jackson Games, le même éditeur que Munchkin. Oui, que Munchkin. Donc, effectivement, on a des jeux où il y a beaucoup d'attaques, où on va s'en prendre à l'autre, alors que des Bonanza ou des Cités perdues ou des Shoten Toten sont très différents. Même si dans Shoten Toten, tu as une interaction qui est quand même forte, parce que tu peux bloquer l'autre, ça reste du blocage comme interaction, en fait. C'est pas... Tu vas jamais être un... Tu peux pas voler une carte à l'autre joueur. Voilà, tu peux pas lui voler des cartes, tu peux pas lui péter carrément la borne pour lui dire celle-là, elle sera pour personne. Enfin, voilà, tu peux pas faire des choses comme ça, quoi. Ouais. Et aussi, tu vois, on retrouve beaucoup plus de jeux à licence aussi dans les jeux américains. Et c'est pas parce que aussi il y a ce côté du thème qui a l'air d'avoir, qui est manifestement beaucoup plus d'importance que quand on dit toujours les jeux à l'allemande, le thème est plaqué et tout. Même si je suis pas vraiment complètement d'accord avec ça, je trouve que c'est un peu excessif parfois. Enfin, je pense que dans Agricola, on sent très bien le thème en réalité. Ah oui, dans Agricola, dans Grand Austria Hotel, ça fonctionne plutôt bien aussi le thème. Je sais que c'est un jeu que t'aimes bien. Ouais, je sens la pique là, mais il y a quand même des jeux à l'allemande où on sent le thème, quoi. Bon, dans le château de Bourgogne, franchement, tu sens rien du tout, quoi. Mais je sais pas, ouais. Je pense que vraiment Agricola, c'est un bon exemple de jeu où t'as quand même un thème qui est présent et qui est pas délirant par rapport à ce que t'es en train de faire. Mais c'est vrai que c'est moins propice à des jeux à licence et qu'en plus, comme les jeux à licence, ça va toujours être des trucs un peu plus épiques et un peu plus héroïques. C'est pas trop compatible avec un paysan du XVIe siècle qui essaye de survivre après la famine, quoi. Enfin, c'est... Ouais, il y a pas un loup-garou qui vient l'attaquer, là. Voilà. Son pire cauchemar, en fait, c'est le gel au sol, là. Ça tue ses récoltes. Et après, je me demande aussi s'il n'y a pas l'idée que pour que ce soit séduisant, il faut que ce soit... chez les Américains, il y a ce côté, il faut que ce soit toujours un peu dans l'excès, enfin, plus dans l'héroïque et dans l'épique. Ah, tout à fait. Si on regarde la bande dessinée américaine, les comic books, les Spider-Man et compagnie, tout est toujours dans le tapis, là. C'est-à-dire que pour provoquer une émotion, on va toujours tuer un personnage. Mes parents sont morts, et puis c'est toujours par... Non, mais c'est vrai, c'est toujours par l'extrême, donc par la mort, qu'on va avoir un moteur narratif ou émotif, un déclencheur émotif. Alors que du côté européen, dans la bande dessinée, on est plus en subtilité, en nuance, et on n'a pas besoin de mourir pour déclencher une émotion. Ouais, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Ouais, et après... Tu vois, parce que justement, le fait qu'ils commencent par les thèmes, ça voudrait dire qu'ils accordent beaucoup d'importance à l'immersion. Oui. Sauf que moi, en tant que joueuse, et là c'est vraiment de la sensation, moi je trouve que dans la plupart de ces jeux-là, l'immersion, elle existe nulle part, ni dans le jeu à l'allemande, ni dans le jeu à l'américaine. Enfin, je trouve que c'est très limité. Où ça va être parce que dans les jeux américains, comme tu l'expliquais, il y a tellement de phases de jeu, c'est tellement scripté. T'as tellement l'impression que tu prends un mode d'emploi quand tu fais les déroulés, que en fait ça pour moi ça brise l'immersion. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait c'est comme si le simulationniste, le fait de tellement vouloir coller au thème était tellement fort que tu arrives à en faire quelque chose qui t'as plus l'impression de monter un meuble Ikea.
que de tu vois, de jouer à un jeu dans un thème qui devrait t'emporter. Et enfin, je sais pas, c'est peut-être super perso. Après, je sais que je suis très très chiante pour les jeux qui se veulent immersifs et tout. Et moi, j'ai l'impression que j'ai avoir un seuil d'exigence hyper élevé, parce que vraiment, je trouve que dès que tu rentres dans ces scripts d'action, de phase de jeu et tout, moi, tu m'as perdu direct, quoi. Ouais, ben, je pense que là, c'est un peu plus personnel. Tu l'as mentionné. J'ai de bons amis qui, eux, arrivent à se raconter une histoire en jouant à Arkham Horror ou des trucs comme ça. Moi, je n'y arrive pas, mais je pense que là, c'est plus personnel. Mais effectivement, il y a un paradoxe assez intéressant dans le fait que plus tu mets de règles pour simuler, plus tu rends la chose artificielle, et là, tu décroches parce que ton cerveau peut pas embarquer dans l'histoire, parce qu'il est toujours occupé, toute ta mémoire vive est occupée à gérer le flot de règles. Ouais. Donc, il y a un curieux paradoxe qui s'installe. Mais on retrouve ça même dans le jeu de rôle, hein. Oui. Tu vois, le jeu de rôle américain, c'est quand même Donjons et Dragons, et c'est quand même des règles qui sont relativement lourdes. Et oui. Et j'ai du mal à croire qu'on peut vraiment se projeter dans un combat épique quand tu dois d'abord faire vérifier la distance, vérifier l'initiative, calculer des bonus, vérifier si t'as bien les bons sorts avant enfin, tu vois, toutes ces choses. Et effectivement, comme tu dis, qui sont presque une charge mentale pour le joueur ou joueuse, quoi. Ah ben oui. Je pense que les combats peuvent fonctionner quand on fait appel à des systèmes plus approximatifs. Là, j'ai joué un de mes bons souvenirs des dernières années de jeux de rôle, c'était Star Wars, qui était chez Fantasy Flight Games. C'est quand même un jeu assez compliqué, mais le système de dés avec réussite mais inconvénients, où je me souviens plus des termes, permet des actions épiques. C'est censé favoriser la narration, puisque tu vas réussir moins bien. En fait, tu as des variations de réussite, et du coup, il faut que tu justifies narrativement ton jet de dés, quoi. Et puis, en fait, c'est le joueur décrit l'action qu'il veut faire, et le maître de jeu va placer un certain nombre de réussites à atteindre, ou un certain nombre de... une certaine difficulté, qui seront des dés qui sont roulés contre le joueur. Ouais. Donc, toutes les actions sont possibles, sauf qu'à un moment donné, ça va devenir de plus en plus difficile. Mais surtout, c'est que je peux faire n'importe quoi sans me soucier de « Ah, ça, c'est une action de tir, ça, c'est une action de déplacement. » Tout ça est simplifié dans une difficulté plutôt sommaire que le maître de jeu va juger. Et après, la synthèse des deux, il y a quand même des jeux qui arrivent à vraiment marier, tu vois, qui arrivent à être à la fois à l'allemande, enfin, dans la tradition de l'école allemande, et dans la tradition de l'école américaine. Je pense que, tu vois, c'est avec un thème fort et une mécanique épurée. Et moi, je pense que ces Pandémies, c'est un peu un des meilleurs exemples. Je sais pas ce que t'en penses. J'y ai pas réfléchi, mais intuitivement, rapidement, à chaud, je dirais oui. C'est vrai qu'on sent plutôt bien le thème, au moins de la propagation du virus. Ça, je pense que c'est génial, la façon dont les virus se propagent, même s'il y a des incohérences thématiques tout à fait folles, les personnages qui se déplacent d'une ville à l'autre pour empêcher la propagation du virus. Mais oui, je pense qu'on a une belle fusion des deux écoles dans Pandémie. C'est sûrement un des jeux qui est les plus où la thématique est vraiment bien rendue, en fait, et la mécanique soutient vraiment la thématique. Et c'est pour ça que moi, je trouve que moi, je suis pas une grande fan de Pandémie, parce que j'ai vraiment un problème avec tout ce qui est lié à aux maladies, un truc comme ça. Moi, ça me stresse beaucoup. Et mais je trouve que tu ressens vraiment le côté urgence aussi. Enfin, c'est un des rares jeux qui arrive à provoquer une tension qui est en lien avec ça. Mais ouais. Oui, et c'est certainement pas un hasard que c'est un des très, très, très grands succès des 20 dernières années. Et après, pour parler plus de Catan, auquel je n'ai pas joué depuis bien longtemps, je suis OK aussi sur le fait de dire qu'en fait, avec tout ce que tu expliques, bah oui, c'est vraiment c'est plus une synthèse. Il y a des trucs qu'on retrouve qui sont plus effectivement de l'école américaine. Alors après, c'est ce qu'on disait en off, c'est que le jeu à la base, il aurait dû être beaucoup plus conséquent. En fait, c'était un jeu qui aurait dû être un monstre. Ouais, mais qui finalement a donné lieu à 3 jeux différents. Oui, Endecker, Löwenherz et Catan. Ouais. Et que finalement, c'est Catan qui est sorti, je pense, en premier. Oui, c'est Catan qui est sorti en premier.
Puis, je pense qu'il y a même eu une suite, en fait, parce qu'il y a eu Elasun, où on faisait une seule ville sur l'île de Catane. Et je crois me souvenir que vraiment dans Catane, c'est le thème qu'a donné, qui est vraiment à l'origine du jeu. Probablement, parce qu'on vraiment on le sent bien. Et puis, ça expliquerait aussi pourquoi il est autant, on va dire, américain dans l'esprit. Et apparemment, ce que j'ai compris, c'est que c'est aussi le premier jeu à l'allemande qui s'est autant implanté aux États-Unis et qui était présenté comme étant une incarnation du jeu à l'allemande, alors qu'en fait, si tu le regardes bien, et c'est peut-être pour ça jusqu'en fait qu'il a si bien marché aux États-Unis, parce qu'il n'était pas du tout. C'est qu'il est plutôt américain. Ouais, il est plutôt américain. Finalement, Oui. Eux, ils l'ont perçu comme un jeu à l'allemande, mais en vrai, il l'était pas tant que ça. Et c'est peut-être juste pour ça qu'il a pu fonctionner. Il aurait peut-être été plus caractéristique du jeu à l'allemande, il aurait peut-être pas marché du tout. Je viens d'avoir une image, une comparaison un peu cocasse, mais c'est un peu comme un Français qui débarque au Québec et qui n'est pas capable de percevoir les différents accents des différentes régions. Ouais. Parce que entre Montréal, le Lac-Saint-Jean, la Beauce, la Gaspésie, tu as tout plein d'accents différents, mais qui sont résumés en un seul accent dans l'oreille peu habituée du locuteur français. Ouais, c'est pour ça que pour les Américains, Eurogame et à l'allemande, c'est la même chose en fait. Enfin, ils font pas la différence et ils voient pas les subtilités quoi. Mais non, mais moi, je suis convaincue sur ta démonstration. Tu vois, on va pas se chipoter, ça va. Bon. Peut-être sur la prochaine chronique. Ah, puis parce que c'est la mienne, bien sûr. Je t'écoute. Tu m'écoutes? Alors, on va parler de notation. Le fait de la notation, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose de noter les jeux, notamment? Moi, je pense que c'est une fausse bonne idée. On verra si tu es convaincu à la fin. Eh bien, si tu as regardé la série Black Mirror, tu te rappelles peut-être de cet épisode, assez humoristique d'ailleurs, dans lequel les personnages étaient amenés à noter chacune de leurs interactions sociales. Et puis les notes étaient même les notes qu'on donnait étaient visibles via une sorte d'application, ce qui permettait de savoir si on pouvait accepter de louer un appartement à une personne, de la prendre en taxi, ou bien juste même de lui adresser la parole. Alors on en a ri, on a trouvé ça exagéré, excessif et même effrayant. Mais je pense qu'on oublie tous que à l'origine, Facebook a été inspiré à Mark Zuckerberg parce qu'il voulait noter le physique des étudiantes d'un campus en utilisant les photos piratées du trombinoscope de leur université. Très sympa. J'ai vu le film de Social Media. Voilà, c'est vraiment... Ça donne envie. Bravo Facebook. Alors, aujourd'hui, oui, nous sommes incités à tout noter. Nos livres, nos films, nos bières, nos vacances, nos restaurants, nos relations amoureuses et même un simple achat de clous donne lieu à l'envoi d'un mail pour partager notre expérience, je viens de faire des guillemets, et lui attribuer une note de satisfaction. Et c'est encore plus saillant dès lors que l'on se positionne en critique, là encore j'ai mis des guillemets, d'un quelconque objet culturel. Les blogs, magazines, émissions sont envahis de systèmes de notation. Des notes sur 5, sur 10, sur 100. On utilise une signalétique verte, orange, rouge, un petit bonhomme qui saute de joie ou au contraire qui pleure de désespoir. On fait des tier lists. Il en va de même pour les jeux de société, qui sont notamment soumis au diktat de la notation BGG, une notation communautaire basée sur une moyenne de notes qui sont données par les utilisatrices et encore par les utilisatrices qui veulent bien donner des notes. Et puis des grilles de notation qu'on va retrouver un peu partout chez les influenceuses et créatrices de contenu. C'est des notes qui peuvent être attribuées par une personne ou bien par quelques personnes. Outre la question de la compétence à donner son avis, parce que ça pourrait faire l'objet d'une chronique à part entière, mais on va pas rentrer dans ce débat. Et surtout, au-delà des questionnements éthiques et philosophiques qui sont soulevés par la notation systématique de tout et de rien, ce système d'évaluation quantifié, il se révèle souvent peu pertinent à retranscrire une réelle appréciation, et il valorise chez celles qui la pratiquent, qu'elles soient celles qui donnent les notes ou bien celles qui les reçoivent, une certaine vision du monde. Donner une note qui reflète notre appréciation réelle d'un jeu est un exercice difficile. Quelle que soit la grille de notation choisie, on se retrouve vite dans la situation où attribuer une note ou une couleur, ou ce que vous voulez, ça montre sa limite. Parce qu'on a vite envie de rajouter des décimales, des plus ou des moins, d'inventer des couleurs intermédiaires. La grille de notation, elle s'entend lorsqu'il s'agit d'évaluer des éléments objectifs ou de valider l'acquisition des connaissances. Et encore, nous savons tous et toutes intuitivement que noter une dissertation, ce n'est pas noter un contrôle de maths. C'est une des choses que j'ai apprises en étant
professeur de littérature, c'est que la correction, c'est un exercice qui est toujours subjectif et il faut l'assumer. Et je vous dirais même que un contrôle de maths, quand il faut faire une belle démonstration mathématique, passer d'une équation à une autre, si c'est pas parfait, ben la subjectivité entre, parce qu'à quel point est-elle imparfaite, cette démonstration que tu viens de faire, cher élève? Donc, c'est toujours subjectif. Mais d'ailleurs, à ce propos, hein, aujourd'hui, en tout cas en France, dans l'éducation nationale, on essaye de ne plus être dans la notation avec telle qu'elle est, hein, enfin, tu vois, à laquelle on était habitué, moi, à laquelle j'étais habitué quand j'étais enfant. On parle d'acquisition de compétences et c'est qualitatif, ce n'est plus quantifié. Donc, tu vas juste avoir une évolution et on va valider à un moment que on considère que tu as acquis les compétences, mais ce n'est pas sur une échelle de notation. Je reprends parce que tu m'as coupé, ça c'est interdit en principe. Je m'excuse. Ça va parce que c'est la première fois. Donc, je disais la grille de notation. Donc voilà, on peut évaluer des éléments objectifs et encore, on voit que c'est même pas vrai. Et surtout, c'est un carcan dont on aspire très rapidement à s'échapper lorsqu'on essaye de se prononcer sur une œuvre d'art ou un objet culturel. Et puis si on ajoute à cela que notre notation, elle peut changer dans le temps. Non, alors je vous le dis tout de suite, Grand Austria Hotel restera toujours à 20 sur 20 sur mon échelle personnelle. Eh bien, l'idée de la figer ad vitam aeternam sur un site, dans une vidéo ou bien un magazine, ça paraît totalement illusoire. S'il est déjà bien difficile de donner une note qui reflète réellement notre avis, il est encore plus difficile de tirer une véritable information des notes que l'on reçoit en tant que spectatrice, lectrice ou utilisatrice. Sans autre précision, un 3 sur 5 ne donne pas vraiment d'information de fond. Ça peut vouloir dire plutôt bien comme pas terrible. Une pastille, elle peut passer du vert à l'orange juste à cause d'un souci d'ergonomie qui est sans rapport avec les sensations profondes de jeu. Blablabla, blablabla. Alors là, c'est le moment de l'anecdote personnelle. Hein. Je discute avec une personne qui me dit « Moi, j'ai pas aimé ce jeu, alors je lui ai mis 12 sur 20. » Et alors, autant vous dire que moi, quand j'ai pas aimé un jeu, ça n'a pas la moyenne. Hein. On est plutôt à 5, 6, voire pire. Même la notation BGG, qui est pourtant collective, est complètement biaisée. Moi, vraiment, j'en suis intimement persuadée. D'abord, en raison du profil des utilisatrices, et on en parlera sûrement un jour aussi plus en détail. Et puis aussi parce que certaines notes à la marge sont données pour de mauvaises raisons. Alors, je rappelle que les notes sont publiques. Donc, dès quand vous mettez un 10 à un jeu dont vous êtes l'auteur, ou bien si vous mettez un 1 au jeu de votre concurrent pour un prix ludique, eh bien, sachez qu'il y a des gens qui le voient, qui s'en rendent compte, et il y a même des gens vicieux qui font des captures d'écran. Donc, vraiment, c'est un bon conseil que je vous donne, ne faites pas ça. Et puis aussi, on y voit des absurdités dans les notations BGG. Des gens qui mettent 2 sur 10 à mon premier verger. On va se dire, c'est un très mauvais jeu. Mais coup de bol, on a un commentaire et la personne nous explique quand même que le jeu n'offre aucun choix, aucune décision, aucune tactique. Et elle précise ensuite que pour le fun vécu avec l'enfant quand il avait 2 ou 3 ans, tiens, ça tombe bien, c'est à peu près l'âge auquel on joue à mon premier verger. Pour ça, il aurait mis 8 sur 10. Alors là, moi, vraiment, il y a un truc qui m'échappe. Et surtout, je ne résiste pas à l'opportunité de vous parler de mon utilisateur BGG favori qui est Frozen Flesh, qui a donné quand même la note de 1 à 39 jeux, dont Agricola, Concordia, oui, Christian, Concordia. Non, c'est un crime. Ou bien El Grande, au motif que, et là je vais te faire bosser un peu, c'est toi, parce que mon accent n'est pas aussi parfait que le tien. Bon, et le mien est loin d'être parfait, donc il a justifié son avis en disant « I came here because of all the people rating games like Kingdom Death Monster or Hate with a 1 just because of their mature theme, I'm offended by how boring the theme of this game is. » Donc en fait, cette personne, si je traduis bien, vient mettre des 1 à ces jeux-là, parce qu'il a très mal pris que d'autres personnes mettent 1 à des jeux comme Kingdom Death Monster ou Hate, qui sont d'ailleurs Kingdom Death Monster, moi j'ai un souvenir éprouvant, voilà, juste par vengeance en fait. Oui, parce qu'en fait, il y a des gens qui en fait c'était une mauvaise idée, une mauvaise raison, qui ont donné des 1 à Hate parce que le thème est inapproprié. Ben là, lui, il va se venger sur d'autres jeux dont le thème est un peu froid ou abstrait. Voilà, bon. Donc, pour dire que on peut se poser la question quand même de l'intérêt de ce genre de notes. Alors cet exemple, il le démontre. Si je regarde juste la note, en fait, j'ai aucune information pertinente. Si je lis le commentaire, j'en ai déjà beaucoup plus, parce qu'aucune note, en fait, n'est capable de retranscrire nos émotions. Si vous avez vu Le Cercle des Poètes Disparus, ce film qui, au début des années 90, a repopularisé le Duffelcoat, donné envie de faire du latin, et puis même, soyons fous, de découvrir la poésie de Walt Whitman,
Vous vous souvenez peut-être de cette scène qui résume très bien la notation. Imaginons un graphique dont l'axe horizontal gradué représenterait la qualité mécanique du jeu et un axe vertical gradué qui représenterait, on va dire, le traitement du thème. Et ça permettrait donc de déterminer une surface, la surface représentant la qualité des jeux, et donc on pourrait correctement les mesurer. Alors bien sûr, ce sont des foutaises. Lorsque l'on joue, on éprouve des émotions qui sont variées, intenses, qu'elles soient positives ou négatives, et parfois elles sont même contradictoires. Elles sont subtiles, profondes, complexes. Il faut un peu de temps et de réflexion pour faire part de ces émotions, trouver les bons termes pour les partager. Et jamais nos émotions ne peuvent se résumer à une note. La notation, ça constitue même la négation de l'expression de nos émotions. Une simple note ne donne pas de clé de compréhension de ce que l'on a ressenti en jouant à tel ou tel jeu. Une note donne l'illusion d'une grille d'appréciation objective, d'un barème appliqué plus ou moins consciemment. Ce sont ces émotions qui font de nous des humaines. C'est s'imprégner des émotions des autres qui font de nous des humaines. Une note, on peut l'ignorer, la balayer d'un revers de la main, choisir de dire qu'elle ne représente rien, que la personne n'a rien compris, qu'elle s'est trompée dans sa grille de notation. Une note ne nous oblige aucunement à faire l'effort de comprendre la démarche de celle qui l'a attribuée. En revanche, les émotions d'autrui, on ne peut pas nier leur existence, leur réalité. Et même si nous ne ressentons pas la même chose, par phénomène d'empathie, leur expression nous incite à comprendre l'autre. Choisir de résumer sa pensée à une note plutôt que d'insister pour l'expression de ses émotions, de sa pensée, de ses arguments, nous rend paresseuses. Alors, bien sûr, on ne balance que rarement une note sèche sans développer de discours. Pourtant, et nous l'avons toutes fait, spontanément on regarde la note et on s'arrête souvent là. C'est le drame du scroll, Allez, on va directement voir la note finale. Parce que la démarche intellectuelle qui implique d'appréhender les arguments de l'autre, ça demande un peu plus de temps et de disponibilité d'esprit, un peu plus d'empathie et d'écoute. Et cette démarche est donc plus exigeante. Et puis savoir que notre opinion finale s'incarne dans une note nous rend également plus paresseuses à analyser nos émotions, à les exprimer et à argumenter. On se dit à quoi bon, de toute façon, ils vont scroller. Alors qu'au contraire, c'est comme s'entraîner à faire un sport ou à faire des gammes. Plus on s'efforce d'exprimer nos émotions, nos sensations, plus on est capable de le faire. On ne fait que s'améliorer petit à petit. Le règne de la notation conduit donc mécaniquement à un appauvrissement de la pensée en valorisant le quantitatif au détriment du qualitatif, en proposant une appréciation sans subtilité, sans aspérité, sans contradiction possible, puisque nous n'avons que très peu d'informations sur le pourquoi de la note. Et pourtant, la note s'avère parfois nécessaire parce que le contenu associé ne va rien exprimer. Si on lit un article dont la rédactrice n'a pas su ou n'a pas voulu partager un ressenti, ça va être très plat. Puis à la fin de la lecture, on ne peut pas savoir ce que cette personne a ressenti. La note, alors bien sûr pour peu qu'elle soit tranchée, parce que un bon 7 sur 10, on sait toutes et tous ce que ça veut dire, c'est-à-dire pas grand-chose. La note, ça restera le seul élément qui oblige la rédactrice à émettre un avis personnel tranché. C'est donc un peu le serpent qui se mord la queue. Et donner une note, c'est l'expression d'une opinion individuelle sans possibilité de donner à l'autre de la comprendre. C'est aussi l'application à des objets culturels d'une démarche utilitariste assez représentative du système capitaliste dans lequel nous évoluons. Tout est évalué, quantifié, comme si les joueuses étaient des opératrices rationnelles dans leur relation au jeu et leurs choix. La notation est aussi représentative d'une tendance très forte à l'affirmation de soi, au narcissisme, à l'individualisme, sans ouverture à un réel débat, sans partage avec les autres. Elle s'inscrit dans un hédonisme de consommation dans lequel nous nous comportons comme des clientes des objets culturels. Nous exprimons notre satisfaction ou au contraire notre déception, la donnant à voir à toutes et tous, alimentant ainsi le voyeurisme social. Si donner son avis sur tout pose question, la notation en est le paroxysme puisqu'elle est assénée de façon absolue, sans proposer de possibilité de contradiction pour celui qui la reçoit, sans proposer de clé de compréhension. En conclusion, c'est un peu un mantra que je propose, soyons assertifs et refusons la notation, rééduquons-nous à exprimer plutôt qu'à quantifier, explorons nos émotions et celles des autres pour en extraire l'humaine en nous. Et pour terminer, je vais juste faire un petit clin d'œil à mon ami le pionfesseur qui m'a dit « Les notes, c'est comme les armes, ça peut être très utile pour faire la révolution, mais il faut l'idéologie qui va avec, sinon on se retrouve comme les États-Unis avec un pays de redneck qui flingue tout le monde pour un rien. » Eh bien, merci beaucoup. Je vais dire malheureusement parce que pour le spectacle, ce sera moins bon, mais dans l'ensemble, je suis plutôt d'accord. Donc, on ne va pas se chicaner aujourd'hui. Oui, c'est une forme de paresse intellectuelle. Et puis, l'épisode Black Mirror dont tu parles,
On me l'a décrit plusieurs fois parce que dans le passé, j'ai été un grand consommateur de fiction, de dystopie, des trucs de science-fiction où ça va mal. Et aujourd'hui, j'en suis incapable. Je refuse de les voir, de les lire, ces dystopies, parce qu'elles ont tendance à toutes se réaliser. Je sais pas si tu as vu le meme de George Orwell qui circule. Et ça dit quelque chose comme « J'ai écrit 1984 comme un avertissement. » Et là, je vais le lire en anglais. « Not as a fucking manual instruction. » C'est pas un livre. Et en fait, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de réaliser le pire des dystopies. Donc, oui, les notes, c'est de la paresse intellectuelle. Parce que ça ne traduit pas le type d'avis, hein, par exemple. Quand on a un 7 sur 10, imaginons un jeu à 6 ou à 7 sur 10. C'est les pires. Est-ce qu'on a affaire à un jeu moyen ou à un jeu polarisant? Ouais. Parce qu'il existe un monde entre un jeu dont toutes les notes sont de 6, donc que personne n'a détesté, mais que personne n'a vraiment aimé, et un autre dont la moyenne est aussi de 5.5 ou de 6, parce que la moitié des gens ont voté 10 et l'autre moitié a voté 1. Et c'est deux ressentis complètement différents. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, je trouve que souvent, quand t'es à 6 ou 7, je pense que en plus, psychologiquement, on a du mal à mettre moins de la moyenne. Pour plein de raisons. Oui. Et en fait, 6 ou 7, c'est une mauvaise note. Je pense 7, c'est pas terrible. En fait... Alors qu'en principe, 7, en vrai, dans l'absolu, ça devrait être une bonne note. Mais je pense que pour les systèmes de notation, c'est une mauvaise note. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce de régression vers la moyenne. Je veux dire, on tend à donner... Il y a très, très peu de notes en dessous de 6 ou 7 sur BGG, ce qui est curieux. Mais de la même façon qu'il y a très, très peu de notes en haut de 8. Il y a très peu de jeux. Moi, des fois, je me dis, les gens sur BGG, ils aiment pas vraiment les jeux parce que il y a aucun jeu qui a 9 sur 10 de moyenne. Alors que si tu vas sur IMDb, la même chose que BGG, mais pour les films, ben là, tu as quelques films qui flirtent avec le 9 sur 10 de moyenne. Donc, il y a un type, il y a un profil d'utilisateur, tu parlais des biais, qui est très précis, je pense, sur BGG. Sur BGG, je pense que ouais. Je pense qu'il y a vraiment un profil particulier. Et c'est pour ça que même quand on me donne comme argument, oui, mais c'est un vote communautaire, donc il y a c'est une moyenne, donc ça devrait être plus juste. Je pense que non, parce que c'est pas un échantillon représentatif du tout, en fait, les utilisateurs BGG. Ben, je veux dire représentatif de quoi? Mais ça, c'est plus compliqué, sauf que je peux te rassurer, il y a des articles là-dessus et plus qu'un, ça a été démontré de façon mathématique. Sur Board Game Geek, il y a un biais en faveur de la complexité d'un jeu. Plus un jeu est complexe, plus il a de chances d'avoir une bonne note. Et à l'inverse, plus il est simple, moins il y aura une chance d'avoir une bonne note. Et j'allais justement aborder la question du jeu d'ambiance parce que j'ai déjà publié des jeux d'ambiance. Eh bien, il y a une pénalité du jeu d'ambiance. Donc, comme éditeur, j'ai souvent vécu des moments de totale incompréhension. Hein? Des critiques où tout est dithyrambique. Hein? C'est drôle, tout le monde s'est amusé, on s'est marré à s'en taper sur les cuisses, tout le monde voulait rejouer, 7 sur 10. Bah oui. Mais qu'est-ce que t'attends de plus d'un jeu d'ambiance que tu t'es roulé à terre à en pleurer de rire? 7 sur 10. J'ai déjà lu aussi Best Kid Game Ever, 7 sur 10. Ouais, bah oui. En fait, c'est un sacre de sa propre subjectivité. Hein, quand tu disais que tout le monde a une forme de narcissisme, à mon ressenti, il est très, très, très important. Oui. Mais je m'en fous de ton ressenti, toi, personne de 40 ans, sur un jeu comme mon premier verger. Je veux dire, t'es pas... bon, je sais que t'aimes pas cette expression-là, mais t'es pas la cible. C'est pas pour toi que ce jeu-là a été fait. Ah, putain, non, ça, c'est interdit sur ce podcast. Je fais exprès. Sortez le popcorn. Pas le droit de dire ça. C'est pour ça que je dis que c'est un problème... je dis qu'il faut se rééduquer. C'est un peu dangereux, ce genre de terme aussi, mais... Parce qu'en fait, moi, si j'apprécie mon premier verger, si je parle en tant que moi, qui suis fan de Grand Austria Hotel, bah effectivement, de moi-même, si tu me dis, tiens, on fait une soirée jeu, on va jouer à mon premier verger, je vais te dire, ok, forcément, c'est pas en tant qu'adulte de 46 ans, je vais pas m'éclater. Maintenant, si je dois donner une note, je vais me mettre dans la peau, enfin, parce que justement, par empathie, t'es capable de te projeter dans qu'est-ce que c'est pour un enfant. Et tu vois bien le fun, et donc tu dois pas noter par rapport à toi, tu dois noter par rapport à ce que tu observes. Et si tu joues en te mettant dans l'idée que tu es un enfant de 2-3 ans,
en fait, tu vois bien que c'est un très bon jeu. Enfin, tu vois, c'est aussi ça. Je pense que le problème, c'est si tu dois noter ou tu dois retranscrire les émotions, c'est OK, c'est tes émotions propres, mais t'as quand même une capacité d'abstraction pour je sais pas comment dire, pour te figurer que de ce que va se susciter le jeu. Moi, j'aime pas beaucoup les party games. Il n'empêche que je suis quand même capable d'avoir une opinion sur un party game en dehors du fait que ce soit pas forcément mon goût de prédilection. Enfin, il faut s'interroger sur l'intention du jeu. Si c'est un jeu d'ambiance, c'est un jeu pour te faire rire, t'aimes pas rire, va pas le noter. Oui, voilà. Moi, je déteste les jeux d'enchères. Je suis capable de reconnaître tout le génie dans un jeu comme Rock. C'est vraiment bien foutu. Mais ça me laisse de marbre, ça m'ennuie. Sauf que je n'irai pas le démolir sur le web, ce jeu-là, parce que je vois qu'il est bien foutu, en fait, qu'il atteint bien son objectif. Oui. Donc, rebelote pour jeu d'ambiance ou jeu pour enfants. Il y a un autre problème aussi qu'on vient de mentionner, c'est une espèce de régression vers la moyenne. Hein? C'est toujours difficile de donner des notes extrêmes. Et on a ici une critique de cinéma, je vais la nommer parce qu'elle sera jamais au courant, je pense, elle n'entendra pas cette chronique, Manon Dumais, qui donne 3,5 sur 5, parce que ses notes sont sur 5, au film qu'elle encense, et 3 sur 5 à ceux qu'elle démolit. Et chaque fois, ça me fait rire. Parce que... Oui. Pourquoi? Ouais. Cependant, j'ai quand même un petit malaise parce que quand tu dis la note ne peut en aucun cas traduire aucune émotion... J'ai un peu modéré mon propos. Mais... C'est bien que je suis excessive. Oui. Parce que je pense que la note peut retranscrire une forme d'émotion, hein, parce qu'on passe toujours par un code. Donc, et là, par exemple, sur BGG, l'échelle qui est utilisée et qui a été établie, parce qu'on a décrit chacun des valeurs de 1 à 10, et là, je vous en donne 4 des positions là, sur 10, ça sert à rien de toutes les faire. Donc, 10, c'est outstanding, always want to play and expect this will never change. Donc, c'est hors norme, quelque chose auquel je voudrais toujours jouer, et je pense que ça ne changera jamais. Quand on donne un 7 sur 10, ça devrait signifier un bon jeu, et j'accepterai généralement d'y jouer. 3 sur 10, alors probablement que je n'y rejouerai plus jamais, mais on pourrait m'en convaincre. C'est un mauvais jeu à mon avis, mais on pourrait me convaincre d'y rejouer peut-être. Et 1, ça devrait signifier, ça défie la description d'un jeu. Tu ne me verras plus jamais jouer à ça, à moins que je vais être mort avant qu'on me prenne à jouer. Sous la contrainte. Ouais, sous la contrainte. Et tout ça ne me semble pas tout à fait dénué de sens pour exprimer une émotion, ce système. Si on le respecte, parce que l'ennui, c'est que malheureusement, plein de personnes ne l'ont pas lu, cette charte, ou ne la respectent pas. Quand on donne un 1 à un jeu parce que les frais de transport sont trop élevés, ou que je veux faire repasser Gloomhaven en première place devant Brass, il y a un problème. Ouais. Ou parce que pour Kingdom Death Monster, quand même. Oui. Mais je me pose la question même, est-ce qu'il est possible de sortir de la notation? Parce qu'au moment de synthétiser une pensée, si nuancée soit-elle, on en arrive un peu invariablement à une forme de notation. Par exemple, si à la fin d'une partie, je te demande, Paul Gara, est-ce que tu rejouerais à ce jeu ou est-ce que tu n'y rejouerais pas? Tu vas probablement dire, oui, peut-être, dans certains contextes, j'y jouerais, ou non, je n'y rejouerai jamais. Tu viens de donner un 1 sur 1 ou un 0 sur 1, tu viens de donner une forme de note qu'on pourrait nuancer en 3, en 4, en 8, en 10, en 100, mais tu viens de placer quelque chose dans une échelle. Alors, je vois ce que tu veux dire, sauf que bien sûr que ça, on le fait tous et on a toujours ce genre de choses. On va toujours placer dans une échelle. Mais après, moi, ce que je dis, c'est que si tu me poses la question, tu vas pas t'arrêter là. Tu vas dire, mais si je te dis, non, j'y rejouerai jamais, je préfère boire de l'eau de Javel. Tu vas me dire, mais attends, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et si je te dis, non, mais là, on en refait tout de suite une partie, sinon je vais mourir si on n'y rejoue pas. Tu vas me demander ce que j'ai trouvé de si bien. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Oui. Et tu peux avoir des jeux où je peux te dire, j'ai trouvé ça super, mais vraiment, en fait, je suis pas sûre d'avoir envie d'y rejouer. Moi, je cherchais un jeu comme ça où j'ai dit, je sais plus, je me suis dit, c'était vraiment bien, mais je suis pas sûre d'avoir envie d'y rejouer un jour. Et ça peut arriver aussi, en fait. Oui, ça. Tu vois, ça m'arrive aussi. Il y a plein de films que j'ai adorés, que j'ai vus il y a très longtemps, et je suis pas sûre d'avoir envie de les revoir, tu vois. Des fois, c'est parce qu'ils ont mal vieilli, mais ouais. Non, c'est parce que ou t'as peur de la déception.
En fait, tu peux avoir aussi de ça. Alors pour les jeux, c'est un peu moins vrai parce qu'on a dans l'idée qu'on doit rejouer à nos jeux. Parce que c'est pas, tu vois, sinon, il y a plein d'autres objets culturels pour lesquels on se pose pas cette question de on relit pas nos livres. C'est assez curieux quand même. Ouais, et je trouve que pour les films, c'est vrai. Moi, il y a un film que j'ai adoré, vraiment, c'est Breaking the Wave. J'en ai un souvenir éblouissant et je suis pas du tout sûre parce que je sais très bien de quoi parle le film. J'ai pas du tout envie de venir altérer mon souvenir que j'ai du film. Je pense que si je le revoyais aujourd'hui, il me plairait beaucoup moins. Je suis pas sûre que je sais pas du tout comment je le supporterais. Ou même j'ai des films, beaucoup de films d'horreur aussi. Je suis pas sûre que j'ai envie de revoir parce que je suis pas sûre que je serais capable de les voir aujourd'hui. Et j'ai pas envie d'altérer le souvenir que j'ai. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et après, en dehors de là, je suis sur les émotions, etc. Mais je peux même te donner un exemple. Si tu me demandes est-ce que j'ai envie de rejouer à Brass, je te dirais non, parce que vraiment, c'est un jeu dont j'ai un souvenir éprouvant. Et pourtant, ce serait malhonnête de ma part d'aller mettre un 1 sur 10, parce que je serais vraiment you want to catch me dead playing this, tu vois. Parce que vraiment, je ne souhaite pas y rejouer. Je préfère vraiment faire autre chose, peut-être même éplucher les pommes de terre jusqu'à la fin de ma vie, plutôt que de rejouer à Brass. Et pourtant, je n'irais pas mettre un 1 sur 10, parce que je sais très bien que, ok, il y a mes émotions, mes sensations, mais malgré tout, en dehors de ça, si j'y réfléchis bien, je vois ces qualités mécaniques et je suis capable de les formaliser, de les exprimer, si je prends le temps. Donc en plus, ce serait malhonnête. Donc il y a aussi tout ça dans la notation. Alors là, on est peut-être dans le niveau d'au-dessus, c'est pas juste donner son avis, donner son ressenti. On est peut-être plus après dans l'analyse. On est dans le step au-dessus. C'est analyser pourquoi tu as eu ces sensations, pourquoi tu as eu ce ressenti, et après essayer d'être dans l'analyse aussi des mécaniques. Mais voilà, tu vois... Peut-être que la note ou la gradation dans une échelle, comme j'ai voulu faire tout à l'heure, c'est plutôt le point de départ d'une discussion. Oui. J'y rejouerais oui, j'y rejouerais toujours parce que blabla. Je suis d'accord avec toi. Et le problème, c'est que souvent, la discussion, elle s'arrête là. Oui, c'est vrai. J'ai fait ça aussi, scroller jusqu'en bas. Puis même l'autre jour, je me suis méprisé. J'étais dans une boutique de jeux et j'ai regardé sa note sur BGG et j'ai dit non. J'avais honte de moi. Et c'est marrant parce que tu vois, ça, je le fais jamais pour les jeux d'aller regarder la note BGG. Surtout si c'est 7. Si au final c'est 7, je me dis, en fait, ça me dit rien. Ça ne m'apporte pas grand-chose. Les gens sur BGG sont assez, j'allais dire chialeux. Chialer au Québec, ça signifie râler et non pas pleurnicher. Ouais. Donc, sont assez râleurs, les gens sur BGG, qu'un 7, c'est plutôt un gage de qualité parce que les notes sont assez basses, je trouve. Donc, ah oui. C'est... Pour moi, 7, c'est le hockey, quoi. C'est le hockey plus. Parce que, tu vois, c'est hockey plus, quoi. Donc, voilà. Bon. C'est pour ça que je préfère toujours qu'on soit incité à exprimer les choses et à la discussion. Parce que souvent, en plus, c'est en discutant que la formalisation, elle vient. Parce que c'est pas évident de formaliser ce qu'on ressent. Hein. Non, puis des fois, même, t'apprends à apprécier. Je me souviens qu'un de mes romans préférés dans ma vie, c'est City, par Alessandro Baricco, un auteur italien. Et à la fin du livre, j'étais un peu soulagé que ce soit terminé. Donc, mon expérience n'était pas extraordinaire, mais je savais pas trop où me placer. Et j'étais libraire. C'est en discutant avec un de mes collègues de travail que là, je me suis mis à m'enthousiasmer et à me rendre compte de tout le génie. Et j'ai relu le livre avec une très forte émotion et je l'ai relu encore. Je pense que j'ai lu 4 fois. Et c'est dans l'échange qu'on peut... c'est dans la discussion, en fait, qu'on peut voir justement tout le génie d'une œuvre. Ouais, je suis complètement d'accord, en fait, là-dessus. C'est souvent en discutant, il y a des choses que tu réalises et il y a beaucoup de moments où tu peux donner ton avis à chaud, mais ensuite, bien expliquer ton avis, ça nécessite un peu que les idées se décantent, en fait. Tu vois, moi, ça m'est arrivé plein de fois de sortir de jeu et de dire, là, je sais pas trop ce que j'en pense. Il faut que je digère, il faut que j'y réfléchisse, en fait. Oui, et donc, donner les notes à chaud, déjà, c'est pas une bonne idée. Pour retourner au cinéma, je me souviens, le deuxième film du reboot de Star Trek, donc celui qui a Benedict Cumberbatch, je sais pas comment prononcer son nom, celui qui fait Sherlock Holmes. Ouais. Donc c'est le film où ce comédien-là joue le méchant, il joue le Khan qui revient de la série originale avec Captain Kirk. Donc, en écoutant le film, parce qu'au Québec, on écoute les films autant qu'on les regarde, même on les écoute plus, je pense.
j'ai eu beaucoup de plaisir et en finissant le film, j'étais plutôt enthousiaste. Je disais, je viens de passer un bon moment. Et 24 heures plus tard, c'était vide. Il restait absolument plus rien. Ouais, je me suis rendu compte que c'était une espèce de calories vides que je venais de consommer qui, sur le coup, te donne... C'est comme du sucre, hein? Sur le coup, ça te donne une émotion. Puis après, il restait plus rien. Donc, il faut discuter, il faut réfléchir, je pense, avant de donner sa note. Voilà. Bon. Bon. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour de nos sujets quand même. Oui. Ça a été, j'ai pas été méchante. Non, moi non plus. Non, ça va. D'accord. Bon, ben j'espère qu'on aura amusé ou intéressé tes auditeurs. Et auditrice. Et auditrices. Attention, hein. Oui. J'ai employé joueuse régulièrement, je crois. Ouais, j'ai noté, j'ai bien... bravo. Voilà. Je ne peux que t'encourager. Écoute, je te remercie beaucoup. On enregistrera d'autres chroniques, je pense. Oui, puis moi j'en ai déjà une autre de prête. Ah là là, mais il est parfait, il a déjà tout préparé. Moi non, mais je sais de quoi je parlerai. C'est bon, ben j'ai hâte, Déjà pas mal. J'ai hâte de t'entendre. Écoute, je te remercie beaucoup et puis on remercie tous les auditeurs et auditrices de nous avoir suivis et puis à bientôt. Salut!